Merci à vous d'être là. Alors, il y a une chose qui me saute aux yeux, c'est qu'on est peu nombreux. Et pourtant, Dieu sait que je vois ce sujet-là partout, autant dans les écoles que je côtoie et qui me posent, voilà, qui me demandent d'intervenir ou de faire des ateliers ou des choses comme ça, ou évidemment les parents que je côtoie également. Et dans les médias, surtout, voilà, donc la fameuse addiction aux écrans des enfants, les dangers des jeux vidéo, les dangers des réseaux sociaux, voilà, il y a toujours une histoire de danger. Et pour autant, alors après, il faut se dire que là, nous, on discute sur Jitsi, mais on retransmet sur YouTube, donc il y a sans doute des gens qui sont sur YouTube qui préfèrent écouter plutôt que participer, hein, donc chacun évidemment, chacun fait ce qu'il entend. Euh, mais voilà, c'est toujours assez étonnant l'importance qui est donnée à tout ça, à cette problématique-là, si on peut appeler ça, enfin ouais, si on peut appeler ça, en tout cas pour beaucoup de gens, c'est une problématique. Et, euh, et, euh, et, euh, et donc on a la chance aujourd'hui de recevoir Yves Collard donc de Média Animation et Jean-Jacques et Théo, le retour de Théo, qui était déjà venu la dernière fois pour parler de Fortnite. On va pouvoir parler de ce que tu en penses toi aussi. Donc la discussion, on l'a appelée, c'est comment déjà le nom exact, c'est Mon enfant est-il addict aux écrans? Je crois que c'est ça le nom de la discussion. Oui, Et ouais, c'est ça. Et en fait, cette discussion n'est pas si anodine que ça. Cette question n'est pas si anodine que ça, parce que c'est évidemment les parents ou les enseignants qui se posent la question sur leur enfant. C'est quelque chose qu'on va pouvoir beaucoup discuter avec toi, Yves, je pense. C'est ce rapport en fait entre les adultes et les enfants en fait. Si ceux qui se posent la question en fait, c'est évidemment les adultes, et c'est toujours ce regard d'adulte qui se pose sur une activité d'enfant ou d'adolescent, hein, et c'est un regard en majeure partie un regard de personnes qui ne connaissent pas sur quelque chose, un regard d'une personne sur quelque chose qu'ils ne connaissent pas, ou qui connaissent très peu, ou qui connaissent de loin, dont souvent ils n'ont pas d'intérêt, dont souvent ils n'identifient pas, pardon, l'utilité ou la qualité, et du coup, pour eux, mais voilà, à quoi ça sert de faire ça alors que tu pourrais faire ci ou ça. Donc, c'est toujours intéressant voilà, de se dire, tiens, euh, ben, de relever ce décalage en fait entre des activités qui peuvent paraître inutiles pour les uns et pas pour les autres. Et puis aussi, évidemment, le temps qu'on accorde à cette activité, hein, c'est toujours trop. Pour les parents, les parents, les enseignants d'ailleurs, c'est moi quand on me contacte, c'est la première chose qu'on me dit. Hein. On me dit mon enfant passe X temps, X heures par jour. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment est-ce qu'on peut faire pour l'aider, etc., etc. Donc c'est tout de suite l'aider, alors qu'en fait on ne sait même pas s'il a un problème. Et puis, Yves et moi, pour préparer cette discussion, on avait évidemment évoqué l'OMS, hein, alors, je ne sais plus les termes exacts, mais en gros, qui a défini, Yves, tu pourras m'aider, un problème lié aux jeux vidéo. Alors la phrase, c'est le gaming disorder. ouais, du gaming disorder, ouais, c'est ça, le trouble du jeu vidéo reconnu en 2018 par l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé. Et du coup, je me tourne d'abord vers Théo. Théo, est-ce que tu penses qu'est-ce que tu penses toi de tout ça en fait? Dis-nous un peu. Est-ce que tu connais toi bon, toi t'as déjà répondu à la question. Tu ne te considères pas comme addict, mais est-ce que tu connais d'autres enfants qui le sont? Et est-ce que tout ça pour toi est problématique ou pas? Ou comment est-ce que tu le vis? Alors, je me considère plus ou moins comme addict, Ok. mais donc j'ai des amis effectivement qui passent beaucoup plus de temps et même parfois tard le soir sur leur téléphone. Donc ça, je pense que c'est vraiment être addict. Donc moi, je pense que je suis une sorte de milieu. D'accord. Et du coup, définis addict pour toi, en fait, à partir de quel moment on est addict ou pas, ou Bah, qu'est-ce que ça représente?
Moi, pour moi, être addict, c'est à partir du moment où tu ne sais vraiment plus t'arrêter du tout. Il peut être 5 heures, tu ne sais pas t'arrêter. 5 heures du matin, donc. Oui, 5 heures du matin. D'accord. Et Yves, attends, qu'est-ce Oui. que tu pourrais, je t'en prie, que pourrais-tu répondre sur ce que dit Théo? Je trouve que la définition de Théo est assez juste. Oui, effectivement, quelqu'un qui est addict, c'est quelqu'un qui a perdu le contrôle de ses activités. Mais attention, de manière prolongée. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas qu'un gamin passe une semaine sans sommeil pour déterminer qu'il est addict. L'OMS précise que alors, j'ai vu 2 sources à propos de l'OMS précisent que c'est soit pendant 6 mois, soit pendant 1 an. Donc, c'est une perte de contrôle qui se perpétue dans le temps. On peut très bien décider de passer une semaine de fou jusqu'à 5 heures du matin sur un jeu vidéo pour des tas de raisons qui ne sont pas liées à la cyberdépendance. Je prends juste deux exemples. Un exemple simple, on est devant un jeu ou un nouveau site de réseautage social, mais tout à fait passionnant, et on va y consacrer un maximum de temps. Pourquoi ? Parce que c'est beaucoup plus passionnant que le reste, et certainement beaucoup plus passionnant que l'école, et beaucoup plus passionnant que le bouquin d'étruscologie de papa ou de maman. Et donc, on va voir. Alors, la caractéristique de ça, c'est la question du plaisir. Mais du coup, l'enfant qui fait ça va plutôt avoir tendance à partager ça avec ses amis. Tandis que la personne qui est addicte va plutôt avoir tendance à cacher ses pratiques sans pouvoir, pouvoir être critique sur ce qu'il est en train de faire. Donc ça, c'est le premier cas. On va développer ça tout à l'heure. Il y a un deuxième cas qui est moins rigolo, c'est qu'à certains moments de son développement ou en fonction de circonstances malheureuses de son existence, l'adolescent va avoir besoin de se foutre en l'air jusqu'à pas d'heure de la nuit à des jeux vidéo ou à du réseautage social. Je prends un exemple un peu catastrophique, c'est le jeune homme ou la jeune fille qui se fait harceler dans la cour de récréation et qui, pour oublier tout ça, va aller s'étourdir sur les jeux vidéo, sur le site de réseautage social, ce qui est davantage d'ailleurs une pratique de garçons, parce que les jeunes filles vont avoir tendance à retourner la violence subie contre elles-mêmes. Du coup, constatons-le, dans les faits divers, c'est souvent les jeunes filles qui tentent de se suicider par rapport à des circonstances de vie malheureuses comme le harcèlement ou le cyberharcèlement. Ça peut être aussi des adolescents qui font ça parce qu'il faut quand même bien se dire que chez eux, les parents ne vont pas toujours très bien. Disputes, problèmes d'alcool, etc. Donc, une question qu'il faut toujours poser, c'est pas tellement est-ce que les enfants vont bien, mais est-ce que papa et ou maman vont bien eux. Il faut bien savoir que les adolescents procèdent beaucoup par imitation. Et donc, avant de questionner les pratiques des adolescents, il faut aussi pouvoir questionner ses propres pratiques. Si je me pète la gueule jusqu'à 3 heures du matin devant TF1 à regarder des émissions du genre chasse, pêche et tradition, je ne vois pas en quoi le gamin sur son jeu vidéo fait pire que moi. Voilà quelques éléments, mais du coup, Théo a bien entrevu ce qu'était le phénomène d'addiction, sauf que c'est quelque chose qui doit se prolonger dans le temps. Alors, je vais quand même rajouter quelque chose
par rapport à ce que Théo vient de dire, mais on va redévelopper tout ça aussi après, c'est que l'OMS, entre autres choses qu'elle précise, dit bien, attention, par rapport aux adolescents, méfions-nous de diagnostics un peu trop hâtifs en termes de cyberdépendance, parce que les adolescents se caractérisent d'une part par des passions fortes, et d'autre part par des attitudes de mise en difficulté, de mise en danger. Hein, on voit ça très bien chez les adolescents qui font des conneries. On se dit, mais enfin, il faut vraiment être débile pour faire un truc pareil. Ça correspond chez eux à une volonté de se mettre en danger, en difficulté, une espèce presque de suicide à petit feu, hein, de se faire du mal. Et on peut trouver ces pratiques-là dans quelque chose qui ressemble à de l'addiction aux écrans, mais qui est simplement qu'une façon pour eux de se foutre en l'air, potentiellement de manière temporaire. Donc c'est pour ça que l'OMS dit, attention, pas de diagnostic un peu trop rapide jusqu'à l'âge de 18 ans. L'OMS dit plein d'autres choses, hein, on va revenir là-dessus. Ce qui est assez amusant, c'est que l'OMS a déterminé qu'il y avait une catégorie pathologique avec énormément de nuances, mais qu'en général, ceux qui veulent critiquer les écrans ne creusent pas la question de la nuance. Hein, ils disent purement et simplement, l'OMS a considéré que c'était une maladie, et donc par conséquent, si c'est une maladie, mon enfant en est atteint. Hein, c'est un petit peu comme si on considérait que faire de la fièvre est une maladie, alors que ça n'est jamais que un symptôme de quelque chose. Voilà. S'il n'y a pas de, est-ce qu'il y a une réaction par rapport à ces quelques premiers éléments? Pas forcément, mais par contre, je tiens à dire quelque chose, c'est que je suis désolé pour les gens qui regardent leur écran, qui se rendent compte qu'on est vachement pixelisé. C'est, à mon avis, un problème de réseau. Donc Yves, on va voir ta présentation. Je sais pas si ça va changer la qualité ou pas plus tard. Sinon, c'est pas grave. Hein, voilà, on discute et la parole est déjà très importante Oui. en soi. Mais en tout cas, oui, moi je suis évidemment entièrement d'accord avec toi sur les questions de nuances. Ça fonctionne assez rapidement comme ça chez les gens. Hein. Ils ne gardent des gros titres justement que les gros titres. Et effectivement, au-delà de croire que leur enfant est donc atteint de cette maladie ou d'une addiction, ils vont aussi, pour ceux qui ils vont aussi tout faire pour que leur enfant ne le soit pas, et du coup interdire bêtement ou mettre des règles qui n'ont pas de sens ou imposer des règles à leur enfant, alors qu'en fait une des choses que moi en tout cas, j'imagine que toi aussi Yves répète souvent aux gens, c'est que voilà, si le principal avec un enfant ou un adolescent, c'est la communication et essayer de comprendre ce qu'il fait. Et s'il va pas bien, essayer de comprendre pourquoi il va pas bien. Et les écrans ne sont pas forcément, c'est une possibilité, mais c'est pas forcément la seule raison d'un mal-être. Oui, tout à fait. Donc, considérons que les problèmes liés aux écrans sont souvent symptomatiques de quelque chose. Hein, mais bon, ça, on va développer ça tout à l'heure. Bon, j'ai quand même envie de... Oui, à moins qu'il y ait une intervention. Non, je voulais intervenir, moi, justement, comme en ma qualité de parent, précisément. Parce que je suis justement de l'autre côté de la barrière. Et contrairement à Théo, je ne pense pas qu'il soit addict aux écrans. Maintenant, j'entends que suivant les critères de l'OMS, il ne l'est pas. Ça me rassure tout de suite. C'est que, disons que nous, on est parti de deux constats. Le premier constat étant de dire le monde de l'écran en tant que tel, moi, je ne le connais pas. Je n'ai pas eu une adolescence dans un jeu vidéo, je date d'avant ça, donc je ne le connais pas, donc comme toujours, c'est quelque chose que je ne connais pas, donc que je dois apprendre. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose a été de dire,
on ne peut avoir une vision des écrans, quels qu'ils soient, réseaux sociaux, jeux vidéo, etc. Et cette vision négative qui est généralement proposée d'ailleurs aux parents, hein, c'est violent, c'est addictif, c'est ceci, c'est cela, que si nous-mêmes nous avons une réflexion sur notre addiction à nous. Fréquemment, il nous arrive en fin de journée de prendre un verre de vin en arrivant à la maison ou en arrêtant de travailler. Est-ce que là, on peut pas considérer que c'est une addiction? Oui, non, peut-être. Il y a des tas de critères là-dessus, mais on a tout autant cette idée-là de l'addiction pour nous, et donc la question est de savoir comment est-ce qu'on va gérer l'occupation d'esprit par l'écran. En fait, c'est plutôt ça qui nous interpelle, nous. C'est pas tellement la question tout de suite négative de l'addiction, mais plutôt la question de l'occupation d'esprit. Parce qu'à certains moments, effectivement, le jeu est plus intéressant, le monde extérieur est plus angoissant, et il y a une sorte de refuge dans l'écran. À d'autres moments, pas du tout. Donc c'est plutôt dans cette optique-là, et j'ai l'impression que la question de mon enfant est-il addict aux écrans, effectivement, là je partage l'avis de Yves, c'est vraiment plutôt une question liée à l'attitude des parents par rapport à l'écran que l'attitude de l'enfant par rapport à l'écran. Voilà. Ça c'est mon point de vue de parent, mais je crois qu'il est très marginal par ailleurs. Je pense qu'il est très marginal. Clairement, mais du coup, juste pour dire quelque chose au niveau de toi que je connais un peu maintenant, ce que tu dis très juste, enfin tu dis voilà, moi je ne connais pas, je ne suis pas né avec ça, je n'emploie pas forcément, mais ton fils oui, et ce que tu fais toi en tout cas, du peu que je connais de toi, c'est qu'au moins tu t'intéresses, et je sais que voilà, tu discutes avec Théo de ce qu'il fait, et lui-même d'ailleurs, enfin voilà, vous avez entre vous créé une communication sereine, et Théo, j'ai plutôt l'impression qu'il t'en parle assez largement, comme il l'a fait tout à l'heure d'ailleurs avant qu'on commence. Mais voilà, c'est je pense ce qu'il manque malheureusement à énormément de parents. Ils ne savent, en fait, ils sont déconnectés, mais comment dire ça, en fait, il s'agit pas forcément de tout savoir sur ce que sur ce que l'enfant fait, mais au moins d'essayer de comprendre, voilà, au moins essayer de savoir si ça lui va ou si ça lui va pas, en fait, ou essayer de savoir enfin voilà, il faut pas tout connaître par cœur. Par exemple, moi je connais pas TikTok par exemple, je sais que beaucoup d'enfants y vont, mais j'essaye de connaître, enfin j'essaie de connaître un minimum, et de pouvoir discuter avec des ados ou des jeunes, de savoir ce que ça leur fait en fait, parce que il me semble que c'est là le principal. Et puis avoir un élément un peu miroir. Je pense qu'on avait dit ça au moment du débat de Fortnite. On parle de Fortnite comme d'un jeu vidéo violent. Mais moi, j'ai massacré des tas d'Indiens et de guerriers quand j'étais gamin avec un pistolet dans les bois. C'était tout aussi violent. Mais en fait, pas du tout. C'était des jeux. Les deux sont des jeux, et des jeux de rôle dans lesquels on est un autre personnage. Et je pense qu'à partir du moment où on a une vision réflexive sur soi, mais bon, voilà, c'est pas forcément facile non plus. On est à même alors de pouvoir créer cette communication-là en disant, bah oui, dans le fond, moi j'ai fait ça aussi, autrement avec d'autres médias, mais je l'ai fait aussi. Oui, oui, tout à fait. Je te rejoins tout à fait. Donc, pour beaucoup de parents, les écrans, c'est une grande inconnue. J'aurais envie de dire, pour beaucoup de parents, leur propre adolescent est une seconde grande inconnue. Parce que cet adolescent avec qui on a tellement envie d'établir une communication, il faut bien savoir que cet adolescent, il va nous échapper de nos mains comme une anguille un peu gluante. Et c'est très bien comme ça. Donc, il faut aussi accepter que l'enfant, finalement, refuse notre expertise. Mais néanmoins, sache que même si nous ne sommes pas experts, nous sommes quand même là, au cas où il y aurait un problème, au cas où il y aurait une demande de sa part. Enfin, en tout cas, c'est l'idée de laisser la porte ouverte à la communication.
Parce qu'il faut bien se rendre compte que si les parents méprisent les écrans, si les parents méprisent l'adolescence, il ne faut pas s'étonner que les adolescents refusent de confier les problèmes s'il y en a. Hein, et dans une espèce de cercle vicieux qui va faire en sorte que les parents vont dire, en gros, depuis qu'il y a les écrans à la maison, il ne nous parle plus ou elle ne nous parle plus, alors qu'en réalité, si l'adolescent décide de ne plus parler avec ses parents, c'est tout simplement parce qu'il est adolescent. Et ce n'est pas du tout l'effet de l'écran. L'écran va lui permettre, en quelque sorte, de reconstituer une nouvelle famille, bien loin des prescrits parentaux, ce qui génère des attitudes un peu bizarres, hein, de l'adolescent qui est sur son smartphone, mais dans le salon. Et les parents se disent, mais enfin, il se fout de nous, il est là, et il est ailleurs en même temps. Et c'est tout à fait ça. Il est là parce que ça le rassure d'être auprès de nous, et il est ailleurs parce que ça lui permet de construire petit à petit sa vie, tout simplement, loin du regard des parents. Bon, on va un petit peu plus loin dans la réflexion, si vous le voulez bien. Bien sûr. Donc, on vit dans une période un peu bizarre où on parle d'addiction aux écrans, alors que nous sommes obligés, en tant qu'adultes, mais aussi nos enfants, sont obligés d'être devant les écrans beaucoup plus que dans une période un peu plus normale. Ce qui est assez amusant, c'est que depuis qu'il y a eu le confinement des élèves, on a constaté que leur journée devant l'écran se divise en plusieurs parties à peu près égales. Suivre les cours, jouer, s'informer et socialiser avec les autres. En gros, 2 heures de leur temps sont consacrées à chacune de ces activités, ce qui montre un peu quels sont les besoins des adolescents en la matière. Ce qui est assez intéressant, c'est que le regard des parents a un peu changé là-dessus. Ils se sont dit, mais finalement, ces réseaux sociaux, c'est bien pour socialiser, hein, entrer en contact avec la famille, mais aussi avec ses amis, etc. etc. J'aurais envie de citer une boutade là tout de suite. C'est qu'on s'inquiète beaucoup de l'addiction des enfants aux écrans, mais nous, en tant qu'adultes, beaucoup d'entre nous passent 8 heures, 10 heures par jour sur les écrans. En plus, hein, à supposer que les écrans soient une drogue, on pourrait déposer plainte contre notre patron pour tentative d'empoisonnement involontaire. Pas content. Crève. Hein, n'est-ce pas? Bon. Voilà, ça c'est une boutade. Je veux dire par là que nous estimons que nos pratiques à nous sont très légitimes, mais une fois que ce sont les enfants, les jeux, Fortnite, etc., on préférerait qu'ils passent des nuits entières à lire Gustave Flaubert. Personnellement, en tant que parent, ça m'inquiéterait beaucoup que ma fille passe toutes ses nuits à lire du Gustave Flaubert. 3 petits points. Bon. Moi aussi, ça m'inquiéterait. Alors. Que tu ne fasses que lire Gustave Flaubert toute la nuit. Voilà. Un premier malentendu, souvent les parents, et c'est ce que nous faisons, hein, d'ailleurs, nous, on va raisonner les pratiques des adolescents et des enfants en termes de technologie et d'écran à contrôler. Souvent, la question, c'est combien de temps tu passes sur ton écran, hein, 1 heure, 2 heures. La plupart des enquêtes font ça. Or, si vous écoutez les adolescents, ils ne vont pas dire « je passe autant d'heures sur tel écran », ils vont dire « je passe autant de temps à m'informer, à discuter avec mes amis, à écouter de la musique », bref, à faire toute une série de choses. Et pour les adolescents, les écrans, en quelque sorte, ne sont pas préoccupants en tant que tels. Ce qui compte pour eux, c'est à quoi ils servent.
Mais pour beaucoup de parents, on ne va pas voir ce qu'il y a derrière l'écran. Hein. On considère que le problème, c'est quand un enfant est devant un écran. Ça, c'est quelque chose. Nous avons fait à Médianimation une enquête qui s'appelle Génération 2020, que vous pouvez trouver en ligne facilement en tapant Génération 2020. On a interrogé 2000 enfants et adolescents là-dessus. Et très clairement, les adolescents disent ça. Hein, moi, combien de temps sur mon écran je ne sais pas. Je ne sais pas trop, en fait. D'ailleurs, j'ai plusieurs écrans allumés à la fois. Par contre, je peux dire à peu près combien de temps je passe à faire mes devoirs sur les écrans, combien de temps je passe avec mes amis, etc., etc. Alors, au programme, la peur des écrans, pourquoi les parents ont peur? Pourquoi les adultes ont peur? Faut-il parler de gourmandise, d'addiction et d'usage excessif? Là, on sera vraiment au cœur de la problématique. Pourquoi les adolescents ont beaucoup d'appétit pour les écrans? Et puis enfin, quelques pistes de contrôle, de régulation, de limitation du temps, si on estime que c'est nécessaire de le faire. Et c'est nécessaire de le faire, on le verra. Alors, un premier constat, ça a été dit, les détracteurs des écrans prennent acte des dérives, des accidents, surtout et des dangers, surtout quand ça concerne les jeunes, beaucoup moins quand ça concerne les adultes, et donc vont décrire les usages négatifs des écrans sur la sociabilité, hein, sur la psychologie, la question de la cyberdépendance et aussi les aspects cognitifs, c'est-à-dire principalement les fameux résultats scolaires. Ce qui est intéressant, alors évidemment, si c'est pixelisé, vous ne pouvez pas trop bien lire le graphique ici, mais je vais le décrire. Quand on demande aux adultes si pour eux, les écrans représentent une opportunité ou un danger, sur leur vie professionnelle, ils sont majoritaires à dire que c'est plutôt une opportunité. Sur la vie personnelle au quotidien, c'est un peu plus partagé. Par contre, si on parle du futur de leurs enfants, ils sont une majorité à dire qu'il y a plus de dangers que d'opportunités, voire même qu'il n'y a que des dangers. C'est un petit peu assez curieux de penser que pour soi, les écrans, c'est très bien, hein, même si on n'y connaît rien du tout. Par contre, pour les enfants, le futur, on le voit très noir en disant que c'est blindé de dangers et que les enfants ne s'en sortiront pas avec ces écrans. Alors, cette diabolisation de la technologie, c'est l'idée que la technologie est toxique et donc il faut préserver les jeunes. Petit élément, chaque média ou chaque contenu médiatique, au moment de son apparition, c'est la même chose. On a pensé ça de la presse au XIXe siècle. Ah, la presse, c'est dangereux, il y a plein de faits divers, sanglants, etc. Le cinéma, réservé aux fêtes foraines. La télévision était accusée de rendre les gens idiots et obèses. Nous sommes tous des enfants de la télé. Est-ce qu'on est tous cons? Peut-être, mais si on l'est tous, c'est pas grave, on ne s'en rend pas compte puisqu'on l'est tous. Hein. Bon, et ainsi de suite. Hein, Facebook, Twitter, aujourd'hui, c'est TikTok, hein, essentiellement, qui en prend plein la figure. Alors, chose amusante aussi, hein, toujours derrière tout ça, la pornographie est quand même un des dangers très présents pour chacun des médias dans le développement de son histoire. Hein. On disait des recherches sur Internet. Oh, attention, surtout pas taper un nom de fruit ou n'importe quoi, ou le prénom Clara, et vous allez tomber sur des actrices porno, etc., etc. Bon, donc, comme je le disais, TikTok en prend plein la figure pour le moment. Et c'est assez amusant quand vous tapez TikTok dans YouTube. Effectivement, les premiers résultats que vous allez avoir, c'est les usages, on va dire, les plus anxiogènes de TikTok qui sont mis en évidence. Hein. Donc, vous voyez toujours des très jeunes filles, des petites filles même qui se dandinent, qui dansent en bikini, etc. Hein, tapez TikTok dans YouTube et vous allez avoir ce type de résultats, du coup, avec plein de messages de prévention qui tournent autour. S'il y a des questions sur TikTok, je les réserve un peu pour
pour la fin, mais je souhaite un peu avancer sur une question de la peur des écrans. Alors, derrière le danger des écrans, il y a souvent aussi une vision morale et normative. C'est l'idée que le monde physique est toujours vu comme supérieur et préférable à celui des écrans. Ce qui se passe dans la vie réelle, c'est toujours bien, et c'est toujours beaucoup mieux que ce qui se passe dans les écrans. Et du coup, vous avez des campagnes comme celle-ci qui a circulé, pas de télé avant 3 ans, pas de jeux interactifs avant 6, pas d'Internet seul avant 9 ans, pas de réseaux sociaux avant 12 ans, parce que c'est tellement mieux de faire tout ça en vrai, entre guillemets. On peut discuter longuement sur le côté normatif des choses. Moi, je pointe quand même que ces règles ne sont pas très réalistes. Empêcher son enfant de moins de 9 ans d'aller sur Internet, il suffit que son enfant aille chez une copine qui a un grand frère ou une grande sœur de 12 ou 13 ans, et puis on y va sur Internet. Donc, ce n'est pas très réaliste, et surtout, c'est très culpabilisant pour les parents. Alors, mes connaissances de l'adolescence, on parle souvent des adolescents en pensant que à cause de l'écran, les parents et les enfants ne se parlent plus, mais pas du tout. C'est parce que l'adolescence arrive. On pense aussi que l'usage des écrans génère beaucoup de tristesse et de désœuvrement chez les adolescents. Pas du tout. De façon très marginale, les adolescents disent être moins heureux que les autres s'ils sont énormément sur les écrans, mais aussi s'ils n'ont pas d'écran. Vous voyez, mais la majeure partie des adolescents ne voient pas leur situation évoluer avec les écrans, et surtout, on parle des jeunes. Il n'y a pas un jeune qui ressemble à un autre jeune. Alors, pathologisation, médicalisation. Souvent, on va parler des écrans, notamment en termes de drogue. La métaphore de la drogue, on va revenir là-dessus. Et puis surtout, on va banaliser le discours psychopathologique. On va parler d'exhibitionnisme, de voyeurisme, de narcissisme et de cyberdépendance. Quand je mets une photo de moi dans mon compte Facebook, je n'ai pas l'impression que je suis en train de m'exhiber par narcissisme au bénéfice des voyeurs, ce qui fait de moi quelqu'un de cyberdépendant. On a trop facilement tendance à utiliser ce discours-là. Et puis aussi, centration sur les effets médicaux des écrans. On entend beaucoup parler de dopamine, de lumière bleue, des ondes Wi-Fi. On pourra y revenir, si on le souhaite, par la suite aussi. La panique morale, c'est ce qui surgit quand un fait divers génère des gros titres dans les médias, et on va parler beaucoup de ce fait divers dans les réseaux sociaux eux-mêmes. Du coup, les pouvoirs publics vont être alertés, du coup, les pouvoirs publics vont mettre en place des activités de sensibilisation qui vont de nouveau alerter sur les dangers plutôt que sur les opportunités. Marchandisation du secteur. Oui, il existe aujourd'hui des cures de désintoxication. Les mutualités parlent de la cyberaddiction, par exemple, mais parce que derrière ça se profile la possibilité plus tard d'assurance, de médicaments, remboursés ou pas. Vous savez, il s'agit toujours de ce problème de, à partir du moment où on psychologise des activités, derrière se profile la thérapie, derrière se profile la psychiatrie, la remédiation par des médicaments. Fait beaucoup de débats aujourd'hui. La fameuse, comment ça s'appelle ce médicament, Ritaline ou Rilatine, je ne sais plus très bien, une espèce de camisole de force pour les gamins qui sont un petit peu excités, ce fameux TDAH, le syndrome d'hyperactivité. On considère que c'est une maladie, et donc il y a des médicaments, et donc etc., etc. Alors, la légitimation du temps. On a tendance aujourd'hui, en tant que parents, à vouloir faire en sorte que chaque minute que nos enfants mobilisent soit consacrée à quelque chose d'intéressant,
qui va leur permettre plus tard de réussir de brillantes études et une vie concurrentielle parfaite. Du coup, quand un enfant traîne, passe du temps sur les écrans, on a l'impression qu'il perd son temps. Quand il passe 3 heures à un bête jeu, on va considérer un peu vite qu'il est accro à ce jeu, etc., etc. Beaucoup d'articles d'ailleurs, du coup, autour de cette idée, et beaucoup de questions, mais à partir de combien d'heures d'écran ça devient trop, avec quand même quelque chose de paradoxal, c'est que on bourre les journées et les soirées des adolescents de plein d'activités, et il leur reste finalement très peu d'activités où ils peuvent faire des conneries, en fait, où ils ont le droit de faire des bêtes trucs via les écrans. Oui, alors autre chose, et on a à peu près terminé sur les raisons qui font que on a peur des écrans, c'est quand même le mythe du parent parfait. Cette idée que le parent aujourd'hui est tellement angoissé de la réussite de son enfant qu'il va vouloir devenir une espèce d'expert en éducation à l'écran, une espèce de professionnalisation du métier de parent. Bientôt, on verra un diplôme du bon parent. Ça existe déjà, ce genre de diplôme, mais pour les maîtres de chiens. Donc je redoute qu'un jour, il y ait des certificats de bons parents ou quelque chose comme ça. Et c'est vrai que ça n'est pas facile pour les parents parce qu'ils doivent à la fois garantir le principe de réalité, c'est-à-dire pas que les écrans deviennent débordants, mais en même temps nouer une bonne relation avec leurs enfants. Donc à certains moments, les parents doivent être impopulaires et en même temps, ils font tout pour être populaires. C'est très difficile du coup. Mais ceci dit, si ça peut rassurer les parents de 2020 ont lâché beaucoup de lest par rapport aux parents d'il y a 10 ans. Comme on va le voir, ils ont un peu cédé le contrôle sur les pratiques de leurs enfants. Alors, vous ne pouvez pas lire le graphique, mais donc, dans cette enquête Génération 2020, on a posé la question aux enfants d'abord, dans le fond, est-ce qu'il y a des règles pour les usages des écrans? Donc, les enfants, c'est les moins de 12 ans. Okay. Ils sont une majorité à dire oui, mes parents décident quand je peux utiliser un écran, à quel moment de la journée ou de la semaine. Ils sont tout juste la moitié, avant 12 ans, à dire ils décident combien de temps je peux l'utiliser. Donc, un parent sur 2 décide combien de temps avant l'âge de 12 ans. Pour le reste, qu'est-ce que je peux faire? Où est-ce que je peux l'utiliser? Qu'est-ce que je peux publier sur Internet? Avec qui je peux être ami? Tout ça, c'est moins d'un enfant sur 2 qui se voit imposer ça par ses parents, donc avant l'âge de 12 ans, rendez-vous compte. Et puis on glisse chez les plus de 12 ans, qui sont beaucoup sur leur smartphone. Là, en fait, les parents ne contrôlent plus rien du tout. À partir de 12 ans, la question du temps, combien de temps, etc. Il y a des discussions, etc. Mais l'adolescent est sur son smartphone un peu quand il veut, combien de temps il veut. Là où il y a encore une majorité d'adolescents qui disent « c'est mes parents qui décident », c'est uniquement pour la question des achats en ligne. C'est logique. Alors, voilà. Donc, les adolescents disent « non, non, c'est quand même mes parents qui décident ce que je peux acheter ou pas ». C'est souvent avec la carte Visa des parents. Voilà. Donc, je me demande, les 37% d'adolescents qui disent « non, non, on n'en parle pas chez moi », je me demande comment ils font pour piquer la carte Visa de leurs parents. Bon, ça suffit d'une fois. Quoi ?
Quoi? Il suffit d'une fois. Ah oui, oui, il suffit d'une fois. Il suffit d'une fois, ils enlèvent ce numéro, mais. Ouais. Et je crois qu'ils sont beaucoup plus avancés et beaucoup plus doués qu'un parent ne le croit. Donc, de toute D'ailleurs, façon. tu feras pas gaffe aux 500 balles qui ont disparu. Hein. Alors, c'est rien. C'est rien. L'intérêt des cartes Visa, c'est qu'il faut parfois attendre un mois avant qu'on se rende compte qu'on s'est fait craquer sa carte Visa. Et donc, ça peut poser des problèmes. Hein, si un adolescent est dans une phase un peu compliquée, il peut très bien craquer la carte Visa de ses parents en disant, de toute façon, dans un mois, mais pour un adolescent, dans un mois, c'est un futur extrêmement éloigné. Hein, c'est comme la conquête de Mars pour nous, hein, dans un mois. Bon. Lesquels des appareils utilises-tu toi-même? Smartphone, 94% des adolescents ont un smartphone, ordinateur portable, console de jeu, tablette, ordinateur fixe, etc. On tombe en dessous de la moitié, mais bref, le smartphone, l'ordinateur portable, la console de jeu sont les outils des adolescents. Alors, oui. Non, rien. Alors, ils préfèrent le smartphone parce que ça leur permet d'avoir leur intimité et leur autonomie. Ils utilisent. Quoi? Tu dis, Théo? Moi, je préférerais la console, honnêtement. Parce que ouais. j'aime pas spécialement, c'est pas un truc que je fais beaucoup, passer du temps sur les réseaux sociaux. Je préfère vraiment jouer à des jeux. Ouais. Alors, effectivement, donc c'est la réponse de beaucoup d'adolescents. Ils disent, finalement, l'intérêt de la console de jeu, c'est que, bon, je peux la mettre dans ma chambre, d'une part, s'ils ont une chambre, hein, et d'autre part, en termes de fonctionnalité, c'est beaucoup plus puissant, évidemment, qu'un smartphone. Ça leur permet d'aller beaucoup plus loin. C'est clair. Alors, la question du temps, les jours d'école, pour les adolescents, le smartphone, c'est plus de 4 heures par jour. La console de jeu, comme disait Théo, c'est entre 1 heure et 4 jours, et 4 heures par jour. Donc, si on dit ça aux parents, alors, ou bien ils vont être inquiétés parce qu'ils n'ont pas encore d'adolescents à la maison, ou bien ils vont être rassurés en disant finalement, mon adolescent, il n'est pas pire que les autres, quoi, hein, en termes de temps passé sur les écrans. Alors, est-ce qu'il y a une réaction là-dessus? Parce qu'on va passer à la deuxième partie, c'est la fameuse question de la cyberdépendance. Non, pas vraiment, moi ça va. Moi, Voilà. pas de réaction. Ouais. Ok. Bon, on a décidé de parler de cyberdépendance. On aurait pu parler de cyberharcèlement, on aurait pu parler de pornographie, etc. Mais on va mettre un petit peu le focus sur ce truc qui préoccupe beaucoup de parents. C'est est-ce que mon gamin n'est pas cyberdépendant? Alors, il y a d'abord le premier niveau qu'on pourrait appeler la simple gourmandise ou l'appétit féroce, peu importe. C'est quoi? C'est l'adolescent qui, comme on vient de le voir, passe plus de 4 heures par jour sur son smartphone, plus d'1 heure par jour sur ses écrans vidéo, regarde la télé, emprunte la tablette de son petit frère et de sa petite sœur, bref, parfois 6 heures par jour, mais ça ne génère aucun problème. Si ce n'est peut-être un problème aux yeux de ses parents qui vont trouver que c'est vraiment beaucoup trop, qu'il ferait mieux de faire autre chose, mais pas de problème à l'école. Il a plein d'amis, d'ailleurs éventuellement via les réseaux sociaux. Il est actif. Il fait autre chose que il va voir un match de foot. Il fait ses devoirs. Donc pas d'effet problématique. Il est gourmand. On considère qu'il y va quand même vraiment beaucoup, quoi. Hein. Alors, qu'est-ce que on peut recommander aux parents? C'est de ne pas oublier de mettre en évidence les propres valeurs
des parents. Ils ont le droit d'expliquer pourquoi ils n'aiment pas trop les écrans, pourquoi ils aiment bien le sport. Rappelez que Papy a participé au championnat de Belgique cycliste des facteurs en 1958 et que c'était super chouette. Ah, bon. Attention, parce que quand tu interviens comme ça, c'est pas bien. Ok, vas-y, pardon. Voilà. Théo voulait intervenir là-dessus, hein? Non, pas du tout. Donc, bon, c'est l'idée que, en tant que parent, on a le droit de mettre en évidence ses propres valeurs, dire ce qu'on estime être bon ou pas bon. Attention, en cohérence avec ses propres pratiques, ça on l'a dit, et surtout sans mépriser les activités des adolescents. Je dirais que mettre en évidence ses propres valeurs, c'est par exemple dire « je refuse tel jeu parce qu'il est sexiste » ou « je refuse tel jeu parce qu'il est xénophobe », mais pas « je refuse tel jeu parce qu'il est violent ». Vous voyez, c'est la question de la valeur, c'est plutôt la valeur qui est exercée sur qui ou sur quoi et pour quelle raison. Davantage que sur la nature violente ou un peu idiote, etc., des jeux ou des activités sur le net. Mais donc, ce n'est pas un niveau problématique, puisqu'il n'y a pas d'effet négatif. OK? Oui. OK, bon. Alors, nous arrivons au deuxième niveau, qui est l'usage problématique simple. Il faut parler ici, alors c'est tout bête, de chronophagie. C'est 90% des cas problématiques. C'est simplement qu'on est tellement sur les écrans que ça empêche de faire quelque chose. Ça empêche de faire les devoirs, par exemple. Ça empêche de voir plus souvent ses amis. Ça empêche de dormir. Quand Théo me parlait tout à l'heure je connais des potes qui jusqu'à 5 heures du matin, etc., ben, le problème, c'est que jusqu'à 5 heures du matin, ça empêche de bien dormir. Du coup, ça a des effets négatifs sur la qualité du sommeil, sur la bonne santé, sur les résultats scolaires, mais il n'y a pas de perte de liberté. C'est-à-dire que l'enfant va toujours dire « bon, je vais quand même dormir maintenant ». Ou bien il va dire « bon, il y a un match de foot à la télé, ou il y a une partie de foot qui s'organise, j'y vais. Il y a ma copine qui sonne à la porte, je vais ouvrir ». L'enfant, en quelque sorte, tient ses pratiques sous contrôle. Alors, il y a des effets négatifs. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Recommander aux parents de mettre en place des règles sur la question du temps. Alors, ils font ce qu'ils veulent. Le temps, c'est par exemple pas plus de 2 heures, ou c'est pas les jours d'école, ou c'est pas après 22 heures, mais mettre en place des règles. Pouvoir observer que l'enfant respecte les règles à 80% à peu près, tout en sachant bien qu'il va tout faire pour éviter les règles, et c'est normal. On a tous connu ça quand on était adolescent nous-mêmes. Pouvoir apprécier les efforts de l'enfant, travailler l'axe des problèmes en ne disant surtout pas « tu as des problèmes à l'école, on va supprimer les écrans ou on va les limiter fortement et tu vas voir comme ça va aller mieux ». Parce que si l'adolescent est un peu malin, il va montrer que c'est encore pire sans les écrans qu'avec les écrans. Alors, s'interroger sur les variations subites. Si un enfant était sur un rythme de 2 heures par jour d'écran, si tout à coup il se met à y passer les nuits, attention, ça peut être un signe d'alerte. Et avant tout, ce qui pour moi est le principal, c'est la question du sommeil. Voilà, donc ça, c'est pour les usages problématiques.
mais simplement chronophagique. Je m'excuse, je vais allumer un peu de lumière parce que je vois qu'il fait sombre. À ton aise. Voilà. Je suis de retour. Donc, je vais voir les deux autres niveaux, puis après, on pourra partager nos réactions. Alors, voilà. Attention quand même, selon certains auteurs, dont Pascal Minotte notamment, la chronophagie, surtout s'il y a une variation de temps, peut être associée à des caractéristiques individuelles chez l'adolescent. Par exemple, une faible estime de soi, mais certainement pas toujours. Et donc, la faible estime de soi va faire en sorte qu'il va, en quelque sorte, retrouver de l'estime de soi dans la maîtrise des jeux vidéo, par exemple. Et donc, ça, c'est très bien. Parfois, des traits de personnalité narcissique pour nourrir un ego un peu gourmand. Ça, c'est davantage dans les publications, dans les réseaux sociaux, mais on pourrait dire ça des adultes aussi. Parfois aussi, un attachement parental pas très sûr qui font en sorte qu'on va se précipiter de manière un peu excessive vers ce qui n'est pas ou ce qui n'est plus les parents. Alors, on passe à une deuxième catégorie, c'est l'usage passionnel problématique. Ça, c'est à peu près un peu moins à la grande louche, un peu moins de 10% des usages avec effet problématique. Caractéristique, l'enfant est joyeux, il est terriblement heureux de ce qu'il fait et il va beaucoup partager avec ses amis notamment ce qu'il est en train de faire sur les écrans. Oh, mais c'est génial, je suis en train de faire un truc, je suis à l'échelon numéro X, etc. L'enfant se passionne pour son activité sur l'écran ou il se passionne pour quelque chose dont l'écran est un outil. Je ne sais pas, moi, la Formule 1, les coléoptères, les dinosaures, etc. Donc, ce passage vif, de passion vive, peut être très significatif simplement du passage à l'adolescence. C'est plutôt les garçons, pardon, plutôt vers 14 ans, surtout ne pas mépriser les pratiques, s'intéresser aux découvertes de son enfant, éventuellement intervenir si ça déborde, mais pas trop tôt. Parce que quand l'enfant se passionne pour, par exemple, un nouveau jeu, la tendance des parents, ça va être d'intervenir au moment où le plaisir est maximal. Il faut peut-être quelquefois intervenir quand le plaisir est en descente, parce que l'enfant est en train de passer à autre chose, et c'est vers cette autre chose que l'on peut réaiguiller l'enfant. Donc, c'est quand même assez curieux de voir des parents qui interviennent quand son enfant a du plaisir pour quelque chose. Bon. Alors, rappelons quand même que les jeux vidéo peuvent motiver certains apprentissages par essai-erreur, que dans les jeux vidéo, ce sont davantage les réussites qui sont valorisées plutôt que les échecs, que la difficulté est adaptée au joueur ou à la joueuse, que quand on parle de jeux vidéo, il y en a de toutes les sortes possibles, on parle souvent du jeu vidéo, parfois et souvent, la collaboration est valorisée entre les joueurs, ce qui est un apprentissage très utile dans la vie au travail plus tard. Alors, on est ici au cœur du problème, l'usage pathologique problématique qui, selon l'OMS, concerne maximum 3 à 4% des problèmes liés aux écrans. Alors, il s'agit pour l'OMS d'une dépendance comportementale et d'une dépendance comportementale aux jeux, pas aux réseaux sociaux. Donc,
quand un parent vous dit « mon enfant est addict parce qu'il est tout le temps sur TikTok, Roblox, Twitter, bon, Facebook, Instagram, Snapchat, etc. » Ben, désolé, c'est pas de la cyberdépendance selon les termes de l'OMS, parce que la cyberdépendance, ça ne concerne que les jeux. Et d'ailleurs, au départ, les jeux de hasard, mais il est vrai que dans les jeux vidéo, il y a parfois une notion de hasard qui entre en ligne de compte et qui va pousser quelquefois le joueur dans certains jeux à recommencer sans cesse une action. Bon, là-dedans, l'enfant perd le contrôle sur ses pratiques, il renonce à la vie sociale, c'est reconnu comme une pathologie par l'OMS, mais ça concerne un très faible pourcentage des gourmands. Alors, l'OMS dit ceci aussi, attention à la métaphore de la drogue. Hein. Vous avez parfois des parents qui disent il est cyberdépendant, pourquoi? Parce que les écrans, c'est une drogue. Ce n'est pas du tout la même chose, pourquoi? Il n'y a pas de substance dans l'écran. Hein. Si vous fumez votre écran, ce ne sera pas la même chose que... Bon, ce sera peut-être pire d'ailleurs si vous fumez l'écran. Mais bon. Dans l'usage excessif des écrans, il y a un retour à un usage raisonnable possible. C'est pas comme l'héroïne ou l'alcool ou la cigarette. Si vous dites, ben, je peux finalement, je suis alcoolique, mais ça va, je vais me contenter de 4 verres par jour, ça n'est pas possible. C'est tout ou rien. Avec l'écran, oui, il est possible de revenir à un usage modéré. Il n'y a pas de symptômes de sevrage. Les parents disent quelquefois, mais non, je l'ai empêché d'aller sur ces écrans pendant une semaine. Il est dans un état de sevrage, hein, c'est comme la drogue. En réalité, non. L'enfant est fâché, il est irrité, ça ressemble à un sevrage, mais ce n'est pas l'équivalent d'un sevrage typique de la toxicomanie. Ça le fait simplement chier que vous l'ayez interdit où on est en vacances et il s'emmerde s'il n'a pas ses écrans. Ce n'est pas un sevrage. Attention à la question de la dopamine. Hein, c'est un petit peu le lapin qu'on sort toujours du chapeau à la fin en disant « oui, mais ça génère la production de dopamine ». C'est vrai, hein, mais tout ce qui génère du plaisir provoque une augmentation de dopamine. Vous caressez votre chien, la dopamine augmente. Vous embrassez votre épouse ou votre époux, la dopamine augmente. Enfin, heureusement, je n'ai pas mélangé le chien et l'épouse. Donc, vous caressez le chien, dopamine, vous embrassez l'épouse, dopamine, et non pas l'inverse. Et quand on regarde, on a une dopamine aussi quand on mange un burger. C'est 1,5 fois la normale. Quand on joue aux jeux vidéo, c'est un tout petit peu plus que quand on mange un hamburger. Le sexe, c'est 2 fois plus que la normale, mais c'est plus que les jeux vidéo. Alors là où ça explose, c'est la cocaïne, l'amphétamine, etc., etc. Donc rien à voir, pas du tout le même niveau de dopamine. Alors, pathologie, mais donc l'OMS est très nuancée. Elle ne sait pas très bien où caser cette maladie. L'OMS aime bien les typologies. Il dit, bon, ça existe, mais on ne sait pas trop où mettre ça. Bon, ça, c'est le problème de l'OMS. L'OMS parle de dépendance aux jeux, pas aux réseaux sociaux. L'OMS dit, attention, c'est toujours associé à une autre pathologie psychologique. Troubles de l'anxiété, dépression nerveuse, burn-out, TDAH, donc le syndrome d'hyperactivité, troubles du comportement, etc., autisme, etc. Donc c'est toujours associé à une autre pathologie psychologique ou systémique. Hein, c'est quand le système parental est complètement défaillant. L'OMS dit on ne sait pas trop si finalement c'est une vraie maladie ou si ce n'est pas juste le symptôme d'une maladie qu'on cherche encore à creuser et toujours associée à une autre pathologie. Pas de diagnostic définitif avant l'âge de 18 ans, hein, parce que potentiellement l'adolescent est un être de passion qui va consacrer beaucoup de temps à l'objet de sa passion. Retrait de la vie sociale ou professionnelle pour plus
de 6 mois ou même 1 an, selon les sources, ça veut dire qu'à un certain moment, l'adolescent, il a envie de s'extraire de la vie sociale, hein, de vivre un peu reclus comme ça. Il a envie de voir personne. Hein. Un adolescent va dire, j'ai envie de voir personne. Bon, il faut que ça dure 6 mois, 1 an pour qu'on puisse fixer un diagnostic. Voilà, donc ça, c'est quelques éléments en termes de gourmandise ou d'usage problématique. Donc, ce qui est vraiment intéressant à retenir là-dedans, c'est attention, quand on parle de cyberdépendance, c'est juste 2 ou 3% des usages problématiques. Sinon, le premier cas le plus courant, c'est la chronophagie. Ça prend trop de temps. Hein. Peut-être que nous, parents aussi, on doit réfléchir à l'idée, mais bon, peut-être qu'on lui a programmé trop d'activités où il est encadré par des adultes et il a peut-être envie qu'on lui foute un peu la paix, hein, sur ses écrans, et donc ça prend du temps pendant la nuit, parce qu'il n'y a pas beaucoup de place ailleurs. Et puis le deuxième niveau problématique, c'est le niveau passionnel, mais qui se caractérise par la joie et le partage. L'usage pathologique problématique, il est de l'ordre de la dépendance comportementale, et on ne peut que conseiller aux parents d'aller voir à ce moment-là un spécialiste, un thérapeute, qui sera d'ailleurs peut-être un thérapeute systémicien, s'il apparaît que le problème est dans le contexte, dans le système familial davantage que chez l'enfant et l'adolescent. Bon, ceci dit, les parents ont le droit d'aller consulter un psychologue, même si ils ne formulent pas eux-mêmes le diagnostic de cyberdépendance. Mais en principe, s'ils tombent sur un bon thérapeute, ne va pas se précipiter tête baissée sur un diagnostic de cyberdépendance. Voilà, est-ce qu'il y a des réactions par rapport à ça? Jean-Jacques, Théo, vous avez des choses à dire? Non, pas beaucoup. D'accord. Moi, vas-y, Jean-Jacques. Je crois que c'est des notions, évidemment, qui sont plus théoriques pour mon ado ici à côté. Bien sûr. Oui. Mais je trouve, en fait, fondamentalement, ça assez intéressant. Et surtout, moi, je retiens une chose de ce que Yves dit et que je trouve vraiment très intéressante, c'est et c'est un point, je trouve, de réassurance des parents, de pouvoir dire, mais ce n'est pas comme la drogue. On sort des écrans et il n'y a pas de sevrage possible, parce que je crois qu'il y a quand même cette analogie-là, elle est très fréquente dans la discussion courante des parents. C'est de dire, oui, mais c'est comme une drogue. Mais en fait, non, c'est pas une drogue. Et ça, je trouve que ça, j'ai appris quelque chose. J'ignorais ça. J'avais effectivement cette idée que il y avait une addiction aux écrans, puisqu'on parle d'addiction, ben c'est comme l'addiction à l'alcool, l'addiction à la drogue, l'addiction aux jeux ou des choses comme ça, où il y a vraiment, effectivement, pour en sortir, c'est tout ou rien. Ici, j'entends que non. Je trouve ça assez intéressant. J'ignorais totalement ça. Voilà. Pour rebondir sur ce que tu viens de dire, on pourrait dire la même chose du sport. Hein. Oui. Y a quelqu'un qui fait beaucoup de sport, bon, on va trouver ça chouette a priori, mais on dit, bon, il en fait peut-être un peu trop, il n'y a pas de problème. Alors maintenant, il y a aussi des adolescents ou des adultes qui font trop de sport. Et ça génère des problèmes parce qu'ils trouvent plus intéressant d'aller courir que de faire les devoirs ou de faire du foot. Enfin, de faire du foot. Il peut y avoir aussi un moment donné où l'adolescent ou l'adulte va se passionner à fond pour un sport, hein, et va faire du sport, mais aussi regarder ça à la télé constamment, etc. Et puis aussi, on pourrait se poser la question aussi d'une pathologie comportementale liée au sport, hein, si on veut aller jusqu'au bout de la logique, en se disant, oui, oui, il y a aussi de la dopamine, hein, ou d'autres substances qui sont produites quand on fait du sport. C'est bien la preuve que c'est une drogue. Hein. On peut avoir fait beaucoup de sport et puis en faire beaucoup moins, revenir à une pratique normale. Donc, moi, je préfère la métaphore du sport que la métaphore
de l'alcool ou de la cigarette. Mm. Alors c'est un peu provocateur parce qu'il n'y a jamais personne qui va dire que le sport, ça peut être mauvais. Hein. On va plutôt encourager à faire du sport, sauf que il peut aussi y avoir des troubles médicaux par excès de sport. Bon, ou comme aussi, il peut y avoir une reclusion de la vie sociale. Hein. Donc le type qui va courir tout seul, tout le temps, ça l'empêche peut-être de profiter de la compagnie de ses amis. Bon, je préfère cette métaphore-là à la limite. Mais bon, c'est un petit peu provocateur parce que on va considérer que de toute façon, faire du sport, c'est beaucoup mieux que de rester devant son écran. Oui. Voilà. Et puis c'est aussi beaucoup plus facile, évidemment, comme je disais tout à l'heure, ne serait-ce que dans la presse, c'est beaucoup plus facile de rapprocher les écrans d'autres dangers, et du coup, forcément, l'alcool et le tabac et la drogue, ça fonctionne, enfin, comment dire ça, c'est facile et c'est accrocheur, et aussi les gens comprennent assez vite l'idée que plus on en consomme, plus on est dépendant, et plus ça peut avoir des désastres. Mais évidemment, comme tu l'as très justement expliqué, c'est pas du tout le même fonctionnement. Et moi, par contre, ce qui m'intéresse beaucoup, et je l'ai dit tout à l'heure, et il me semble que c'est quelque chose que je raconte souvent aux gens qui me contactent pour tout ce genre de questionnement, c'est effectivement, on peut analyser la pratique des enfants ou des ados, on peut quantifier, voilà, nombre d'heures, combien d'applications, qu'est-ce qu'ils font, etc., etc. Donc ça c'est évidemment, c'est peut-être nécessaire, hein, c'est peut-être intéressant de toute façon pour les parents ou pour les enseignants de savoir ce que font leurs enfants pour pouvoir. Oui, pardon. Pour pouvoir continuer pour savoir en tout cas. Mais ce qui est intéressant et ce que beaucoup de gens oublient, c'est que souvent ils ne voient les écrans que comme le problème, le seul problème en fait. Et comme, tu l'as dit aussi tout à l'heure, Yves, hein, c'est que comme si les écrans étaient, une activité liée aux écrans était le seul et unique problème. Et que, voilà, par exemple, moi, il y a un truc que j'aime beaucoup raconter, c'est donc il y a des enseignants, par exemple, qui se plaignent que leurs enfants vont beaucoup sur Fortnite, et du coup, le jeu devient le problème. Mais est-ce qu'on peut retourner la situation? Est-ce que certains enfants ne vont pas sur Fortnite parce que ça ne va pas à l'école, justement? Est-ce que c'est pas plutôt l'inverse? Tout à fait. Hein, quand il y a tout à coup un investissement massif pour une activité, on peut se dire qu'il y a les activités habituelles qui ne sont plus satisfaisantes. Hein. Donc, si un enfant tout à coup s'isole pour jouer, s'isole de la famille, c'est que la famille est pour lui plus satisfaisante et c'est normal, c'est l'adolescence. Si un enfant préfère tout à coup Fortnite et qu'en même temps les résultats scolaires baissent, il va trouver beaucoup plus passionnant Fortnite que l'école, parce que l'école est pour lui un problème. Alors, je ne dis pas que c'est à l'école à résoudre le problème toute seule, mais quand l'école devient un problème, ça fait parfois du bien de souffler un petit peu en allant sur les écrans et sur les jeux vidéo. D'où l'idée que j'ai un peu mentionnée tout à l'heure, attention, ne pas dire à l'enfant, on va réduire ou supprimer tes écrans et tu vas voir comment ça va aller très bien à l'école, parce que le comment ça va aller bien à l'école ne dépend pas, loin de là, d'une baisse de temps d'écran. C'est à la base qu'il faut réfléchir. Pourquoi l'échec scolaire? C'est pas forcément le temps d'écran qui l'initie, mais ça fonctionne un peu comme un cercle vicieux. Ça va mal à l'école, du coup l'enfant se réfugie dans les écrans, du coup il a encore moins de temps à consacrer à l'école, qui lui renvoie des résultats scolaires encore pires, etc., etc. Il y a un peu le souci. Mais donc, je rebondis un petit peu sur ce que tu dis, c'est que les enfants et les adolescents, dans l'enquête qu'on a menée, sont très conscients du temps qu'ils passent en utilisant leurs écrans, et ils sont à peu près un tiers à dire franchement, moi je passe un peu trop de
temps là-dessus. Hein. Je préférerais aller voir mes potes, Quand même, mais bon, ouais, c'est ouais. pas toujours facile parce que mes parents, ils râlent chaque fois que qu'ils veulent me conduire en voiture. J'ai pas envie de prendre le tram, ça coûte de l'argent. Puis j'ai pas envie de me taper la honte avec mon père ou avec ma mère dans sa bagnole à la noix, ou j'ai pas envie de me taper la honte en allant sur le porte-paquet du vélo de mon père, etc. Alors que mes potes, enfin, etc., etc. Mais alors, ce qui est vraiment intéressant, et là j'ai envie de ne pas l'oublier de le dire, c'est que 6 adolescents sur 10, je répète le chiffre, 6 adolescents sur 10 trouvent que leurs parents sont beaucoup trop sur les écrans. Bah oui. Et ils disent, mais ça me fait chier, mon père il est tout le temps sur son smartphone, ma mère est tout le temps sur son ordi, du coup on ne sait pas discuter avec eux. 6 adolescents sur 10 le disent. Donc il faut quand même aussi bien prendre la mesure de cela. Et donc je reviens sur l'idée, questionnons aussi nos pratiques. Ouais. Si on n'accepte pas, et je trouve ça juste qu'un enfant soit sur écran pendant qu'on mange, il ne faut surtout pas lui offrir le spectacle de papa ou maman qui mange un sandwich en télétravaillant devant l'écran. Il y a une question de cohérence là, qui entre en ligne de compte. C'est clair. Bon, je vais vite avancer et puis terminer ce que j'ai à dire et puis on passe aux réactions, si vous voulez bien. J'avais envie de passer un petit peu de temps sur pourquoi les adolescents sont gourmands d'écran. En quelque sorte, ils utilisent ça pour se séparer de leurs parents et s'individualiser par rapport aux parents. Ne pas être comme mes parents et me séparer d'eux. Devenir autonome dans ses choix d'amitié, ce qu'on appelle les pairs, les fameux pairs. Rester en contact continu avec eux, avec les amis, tout en obéissant aux parents qui leur disent « mais je ne veux pas que tu traînes dehors dans la rue, je ne veux pas que quand tu reviens de l'école, tu reviens tout de suite ». Donc ça veut dire ne pas traîner avec les amis. Donc, où le fait-on? Dans les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux leur donnent la possibilité de se raconter, de dire qui ils sont et de travailler leur identité. Et surtout, les smartphones, c'est le point de passage entre la dépendance aux parents et l'autonomie. Donc, c'est le point de basculement vers l'âge de 12 ans. Je ne vais pas développer tous ces aspects-là. Si vous avez les adolescents à la maison, vous voyez très bien tout ça. Par contre, les parents demandent toujours des conseils. Et j'ai envie d'envoyer un conseil un petit peu mnémotechnique, qui est la règle des 3 A, que je vais un petit peu développer en 5 minutes. Autorégulation, ça c'est le premier A. Alternance, c'est le deuxième, et accompagnement, c'est le troisième. Alors, voilà. L'autorégulation, en fait, c'est dire aux parents qu'ils doivent poser un cadre indispensable au développement de l'autonomie. Ça veut dire quoi? Quand l'enfant est petit, j'ai envie de dire jusque 12 ans, après ça devient compliqué, c'est de mettre des règles d'usage, de dire pas avant telle heure, pas après telle heure, au maximum autant de temps, etc. Pourquoi? Parce que l'enfant a besoin de ces règles-là pour pouvoir mettre en place plus tard ses propres règles d'usage. Si on ne pose pas de cadre, ça va être très compliqué pour lui d'être autonome là-dedans. C'est le cas typique. Je prends un autre exemple. Il y a la fête foraine sur la place du village. On dit à l'enfant 3 tours de carrousel. Et puis le forain s'arrange pour que l'enfant ait la floche. Donc ça fonctionne un peu comme les écrans. Il y a une récompense, paf, dopamine, etc. Bon, on accepte le plaisir gratuit de l'enfant. Et puis, à un moment donné, il faut rentrer à la maison parce que c'est l'heure du repas. On va extirper l'enfant
du manège et l'enfant se met à hurler. Hein. On se tape la honte devant la moitié du village qui nous dit « vous êtes des mauvais parents hein », alors qu'en fait, on a simplement posé un cadre indispensable au développement de l'autonomie et on ne s'est pas rendu très populaire aux yeux de son enfant. Tant pis, ça arrive, c'est normal, c'est ce qu'il faut faire. En même temps, on veut tellement être des parents cool hein, aux yeux de nos enfants, mais il faut parfois hein, être pas cool du tout, chiant, emmerdant, etc., etc. Surtout si l'enfant et quand l'enfant est petit. Le deuxième A, c'est l'alternance. Alors, c'est une règle qui fait plaisir aux parents. Hein. Moi, je n'y crois pas trop. J'ai beau essayer de trouver des textes scientifiques qui disent il faut 1 heure de sport, puis 1 heure d'écran, puis 1 heure avec papa, maman. Je n'ai pas vu de texte scientifique qui va dire c'est indispensable, mais c'est une règle de bon sens qui ne mange pas de pain, hein, qui fait plaisir à tout le monde. C'est veiller à une certaine alternance des activités, y compris sur écran. Hein. Un jeu vidéo de réflexion, puis un jeu vidéo de bête castagne, puis etc., puis des devoirs, tout ça sur écran, on est dans l'alternance. Nous avons un site qui s'appelle 123clic.be qui prévoit une vingtaine d'activités à faire entre parents et enfants autour de la tablette. Ne pas négliger, puisqu'on parle d'alternance, la question du temps libre chez les adolescents, c'est-à-dire à un moment donné où on leur fout la paix. Hein, et ils font un peu ce qu'ils veulent. Hein, c'est ce qu'on appelle le temps libre. Mais beaucoup de parents sont angoissés à l'idée que leur enfant ne fasse rien ou fasse des trucs qu'ils considèrent idiots. Et enfin, le dernier A, c'est l'accompagnement. Ça consiste à considérer que les écrans, c'est un sujet comme un autre et dont on peut discuter. Alors discuter, ça veut dire quoi ? Poser des questions sur ces activités. Tiens, qu'est-ce que tu es en train de faire ? Est-ce que tu trouves ça chouette ? Pourquoi tu le fais d'après toi ? Ça permet à l'enfant et l'adolescent de verbaliser ce qu'il est en train de faire. Donc, si vous voulez, de mettre une espèce d'arrêt sur image, tiens, voilà ce que je suis en train de faire. Je ne m'en rends pas compte, mais voilà ce que je suis en train de faire et je le dis, ou je ne le dis pas, mais en tout cas, je mets des mots sur ce que je considère être ma pratique, et du coup, de pouvoir aider l'enfant et l'adolescent à prendre distance critique par rapport à ce qu'il fait. Si l'enfant, pendant 10 fois, dit à ses parents, je fais un truc, bon, c'est pas terrible, à un moment donné, l'enfant va se dire, oh, ça fait déjà 10 fois que je dis que c'est pas terrible, peut-être que c'est pas terrible, en fait, ce que je suis en train de faire. Lui demander ce qu'il préfère. L'enfant va argumenter, et en argumentant, il va affiner ses goûts. Ah, moi, j'adore tel type de jeu, et voilà pourquoi. Et donc, il va pouvoir progresser dans sa perception de ses propres goûts et de ses propres plaisirs. Se renseigner sur la façon dont il joue. Est-ce qu'il préfère jouer tout seul, avec un écran, jouer avec ses amis présents, ou avec des amis distants, ou avec des inconnus? C'est de poser la question de la socialisation à travers le jeu. Encourager la créativité et l'initiative. Il y a des enfants qui font des captures d'écran de leur jeu, qui publient ça dans TikTok. Ma fille, elle fait beaucoup ça. Elle fait beaucoup de captures d'écran des jeux qu'elle est en train de faire. Du coup, elle explique aux autres, voilà où j'en suis, voilà comment il faut faire, etc. Donc, favoriser les prises d'initiative de ces enfants. Évidemment, quand il est créatif et productif par rapport aux écrans, il ne s'agit surtout pas de dire « ouais, il est productif et créatif, mais on préférait qu'il écrive un poème en prose ». Non, il est créatif à travers ses activités et puis ouvrir le champ des possibles. Il y a des enfants qui ne rêvent que d'une chose, c'est d'être footballeur. Il y a des enfants qui ne rêvent que d'une chose, c'est d'être peintre. Il y a des enfants qui ne rêvent que d'une chose, c'est d'être cuisinier. Il y a des enfants qui ne rêvent que d'une chose, c'est d'être programmateur informatique, c'est d'être créateur de manga, d'animé. Il y a des enfants qui ne rêvent que d'une chose, c'est de produire des films sur le web, etc. Questionner avec l'enfant, surtout s'il arrive à un âge plus avancé, quelles sont les possibilités scolaires et professionnelles qui s'ouvrent à lui s'il considère que l'écran est une activité qu'il estime plus tard
possible de le rendre heureux dans sa vie professionnelle. Voilà les fameux 3A. J'ai envie d'entendre un petit peu vos réactions par rapport à tout ça. On est un peu limite du point de vue du timing, j'ai l'impression, mais on a déjà un peu discuté de tout ça ensemble. Réaction de Théo, de son papa. Théo, je pense qu'il s'est endormi depuis tout à l'heure, non? Non, pas du tout. J'écoutais. D'accord. Mais mes réactions, j'ai pas grand-chose à dire, par contre. Oui. On s'adressait un peu à tes parents, là, en fait, plutôt qu'à toi. Mais c'est-à-dire que, évidemment, tout ce que j'entends là, il y a des choses que j'apprends, mais il y a, pour la plupart des choses, j'ai l'impression que tu prêches un convaincu. Donc, évidemment, c'est comme réaction, je n'aurai que des réactions positives en disant, mais oui, je suis tout à fait d'accord avec les différents stades que tu as examinés, la règle des 3A, tout ce genre de choses-là, et j'ai l'impression que de manière un peu empirique, enfin de manière en fait totalement empirique, soyons clairs, c'est ce qui s'est mis en place chez nous, par exemple, par rapport à Théo, et c'est né de discussions ensemble. À partir du moment où on partait du postulat de base que nous, on ne savait pas. Alors, bon, l'avantage, c'est que l'information est incroyable, donc quand on doit se renseigner sur un nouveau jeu parce que tiens, j'aimerais jouer. Par exemple, la question s'est posée pour Fortnite. J'aimerais jouer à Fortnite. Ah bon, ok, mais a priori, nous, ça nous inquiète un peu. C'est quand même un peu bizarre comme jeu, etc., etc. Et puis, voilà, on se renseigne, on en discute. Donc, je veux dire, moi, j'aurais pas une réaction très intéressante parce que elle ne provoquera pas débat, puisque je suis d'accord avec tout ce qui est dit là. Mais je retiens quand même toujours la même chose des rencontres, déclic. C'est toujours une comment je vais dire, une réflexion des parents d'abord sur eux qui solutionnent le problème avant d'être une réflexion sur la pratique de l'enfant. Voilà. Donc effectivement, mon enfant est-il addict? C'est pas la question à se poser parce qu'effectivement les parents diront oui, évidemment qu'il est addict. Mais par contre, s'interroger soi-même sur sa propre pratique avant d'envisager avec l'enfant sa pratique à lui, avec toutes ses spécificités, effectivement, les adolescents, la volonté de se structurer, enfin tout ce que tu expliquais là. Mais moi je retiens en tout cas une chose importante qui c'est d'abord la réponse à ce genre de questions, c'est d'abord la réponse à une question qui se pose à soi-même. Est-ce que moi je suis addict aux écrans? Quelle est ma relation aux écrans? Oui. Voilà. C'est plutôt dans ce sens-là que ça va. Et une fois que j'ai pu me poser cette question-là et que j'ai pu y apporter, ne fût-ce qu'un élément de réponse. Je ne dis pas que j'aurai une réponse, parce que par ailleurs, il y a des moments dans ma vie où je suis plus addict aux écrans que d'autres. Mais en tout cas, une fois que j'ai apporté une réponse, alors le débat peut s'engager avec mon ado, en l'occurrence ici. Voilà. Oui, c'est intéressant ce que tu dis parce que on peut avoir plein de généralités à propos des adolescents. Hein. On peut dire, oui, effectivement, ils vont sur TikTok à l'âge de 7 ans, de 8 ans pour voir un petit peu qu'est-ce que c'est que d'être un grand garçon et une grande fille. Hein. C'est la raison pour laquelle beaucoup d'adolescents, en général, y vont. Hein. C'est pour se confronter à des jeunes un peu plus vieux, voire essayer de comprendre un peu comment ça se passe. Mais les usages sont très individualisés. Hein. Donc, moi, j'ai la chance d'avoir une adolescente à la maison. TikTok, pour elle, c'est l'occasion de faire des petits films à partir des dessins qu'elle fait, du coup, de comprendre c'est quoi une histoire, hein, un début, un dénouement, enfin, un développement, un dénouement,
Et puis après, de discuter avec ça, avec ses copines, du coup, de comprendre à quel point c'est important de maîtriser l'écrit. Du coup, aussi, l'intérêt de... Elle a appris l'anglais comme ça, en fait, hein, sur TikTok et sur YouTube. Elle n'a pas eu un seul cours d'anglais, sauf que maintenant, elle parle anglais avec des gens anglophones qu'elle a rencontrés d'abord sur TikTok, retrouvés sur YouTube, etc., etc. Donc, alors, il ne faut pas généraliser et dire que tous les enfants vont apprendre l'anglais grâce à TikTok. Il ne faut pas généraliser en disant tous les enfants vont apprendre à construire un récit grâce à TikTok. Il y en a qui le font à travers le texte et la lecture. D'autres le font à travers TikTok. Je n'ai pas envie de mépriser TikTok quand je vois un enfant qui réalise cet apprentissage-là à travers cette interface que spontanément l'école méprise. Encore que les écoles finissent toujours par admettre l'existence des médias aussi, mais ça prend plus de temps que les parents. Et pour les parents, ça prend plus de temps que les enfants. Mais sauf que ma part, c'est occupé à se faire, puisque je crois qu'à Liège, à l'université de Liège, maintenant, il y a un certificat qui a été développé pour apprendre aux enseignants ou aux formateurs l'utilisation des jeux vidéo dans l'apprentissage. Oui. J'ai entendu ça il y a 3 semaines, quelque chose comme ça. C'est assez neuf et donc on est sur la bonne voie. Oui, tout à fait. Et je veux surtout pas. Je généralise beaucoup les enseignants. Je devrais plutôt parler de système scolaire. Et je connais des enseignants du cours de français qui ont construit leur parcours pédagogique sous la forme d'escape rooms, etc., dans une atmosphère de jeux vidéo, et qui obtiennent d'excellents résultats dans la discipline du français. Voilà, donc il y a des enseignants un peu pionniers en quelque sorte dans ce domaine-là. Je ne veux surtout pas jeter la pierre aux enseignants qui sont prisonniers d'ailleurs du système scolaire avec des directions, avec des associations de parents aussi qui peuvent être très redoutables par rapport aux usages des écrans. Tout à fait. Voilà, eh ben, c'est cool. Merci beaucoup Yves. Oui. Merci beaucoup Jean-Jacques et Théo. Merci à toi. Qui ne dort pas, je vois qu'il bouge. On va s'arrêter là parce que le temps file. Mais voilà, c'était super intéressant. J'espère vraiment que ça va, que d'autres personnes vont écouter et comprendre un peu mieux tout ça. Parce que j'ai l'impression que c'est ça la pierre angulaire du bazar, hein, c'est d'essayer de comprendre en fait, essayer de donner du temps pour comprendre les choses avant de les condamner, avant d'interdire. Bref, merci beaucoup à vous et bonne soirée. Au revoir. C'était vraiment un plaisir de discuter avec vous tous et toutes et avec Théo aussi. Voilà. Merci pour bonne soirée Théo. À bientôt, bonne soirée. Théo ne va pas dormir trop tard. 5h du matin, comme tous les jours. Oui. Salut. Au revoir. Salut.